frères, chers consoeurs, bonjour. Je commencerai par remercier le comité organisateur et le bureau de la Hague, je ne sais pas comment ils vont prononcer ça, pour leur invitation, pour leur gentillesse, amabilité, générosité, tous les qualificatifs. Je les félicite pour les programmes et de l'année dernière, je n'ai pas assisté, et de cette année, la qualité du programme et des intervenants. Et je me permettrai d'être fière de la création de cette association. Je vais dire une petite chose pas très gentille. Je ne suis pas régionaliste, vive l'Est. Non, je suis très fière de vous voir tous réunis de toutes les régions d'Algérie, à Biskra, Constantine, Alger. Tout le monde est là. Il faut rester unis. Vous organisez en groupe de travail. C'est mon rêve qu'il y ait des groupes de travail. Miki, maladie cœliaque, Procto. Essayez de vous organiser dans ce sens et de vous entendre pour avancer. Et encore mes félicitations et j'attends Constantine, Biskra, les autres régions qui se réveillent et qui organisent des journées. Je passe la parole au docteur Taouchichet et on commence la séance. Merci. Merci. Sans tarder, donc on va inviter Dr Boudoucha qui va nous parler de diagnostic positif de la maladie cœliaque dans les cas difficiles, bien sûr. Dr Boudoucha. Bonjour, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance. Je tiens à remercier l'association HIDA pour son invitation et je vais vous présenter aujourd'hui la question du diagnostic de la maladie cœliaque dans ces cas difficiles. Le diagnostic positif, donc les objectifs de cette présentation, c'est de savoir poser le diagnostic positif d'une maladie cœliaque aussi bien dans ses formes faciles que dans ses cas difficiles. Différencier la maladie cœliaque des allergies au blé et des sensibilités au blé non cœliaques, et bien sûr connaître les moyens de dépistage et les moyens de diagnostic de la maladie cœliaque, aussi bien chez la population générale que le dépistage chez la population à risque. La maladie cœliaque, comme vous le savez, est une entéropathie auto-immune liée à une intolérance au gluten caractérisée par une production d'anticorps et une atrophie villositaire qui survient chez des patients génétiquement prédisposés qui s'exposent à cette fraction protéique non soluble du blé qui est la gliadine. C'est une pathologie qui est fréquente, mais qui reste toujours sous-estimée parce qu'il y a un polymorphisme clinique, c'est un caméléon clinique, la maladie cœliaque. Ça induit un retard diagnostique qui est en moyenne de 12 ans entre le premier symptôme et le diagnostic de la maladie cœliaque. Ce retard diagnostique est source de complications qui vont compromettre le pronostic. L'incidence varie entre 1 sur 250 jusqu'à 1 sur 100 dans la population générale. Et bien sûr, les pays nordiques sont les pays de haute prévalence. Le sexe ratio est de 2 femmes pour un homme et les formes héréditaires existent dans 10 à 20% des cas. Le diagnostic doit être posé avec certitude car le régime sans gluten est un régime qui est coûteux et contraignant. Voici la répartition en zone donc rouge de haute prévalence qui est supérieure à 1% dans la population des pays nordiques, des USA, de la Finlande. Mais il faut savoir que dans les pays du Sud aussi, on a des formes qui sont sous-diagnostiquées. D'un point de vue éthiopathogénique, c'est l'exposition à cette fraction protéique non soluble du blé, de l'orge et du seigle, qui va induire une réaction inflammatoire innée, à la fois innée et humorale, qui est à l'origine de synthèse d'auto-anticorps qui vont induire une destruction de l'épithélium et une atrophie villositaire. Donc, pour résumer,
il existe une prédisposition génétique chez des patients porteurs d'un HLA DQ2 et DQ8 qui est retrouvé respectivement dans 95% et 5%, une intolérance au gluten avec une double réaction immunitaire cellulaire et humorale qui vont induire des lésions histologiques avec d'abord une infiltration de l'épithélium par des lymphocytes T, puis une destruction des villosités intestinales. Il faut savoir que la maladie cœliaque, donc elle est due à cette allergie aux fractions insolubles. Les protéines les plus donc la protéine insoluble incriminée est le gluten. Et on voit sur ces deux schémas les différentes cibles qui vont expliquer les trois types d'allergies au blé. On a les allergies au blé, la maladie cœliaque, et on verra après la notion de sensibilité au gluten sans qu'il y ait une maladie cœliaque. Concernant les formes cliniques, il faut savoir que la forme typique n'est présente que dans un tiers des cas, caractérisée par la survenue à un âge jeune, des diarrhées chroniques, de la malabsorption, alors que la partie émergente de l'iceberg, représentée par les formes atypiques et les formes frustes, caractérisée par des manifestations aussi bien intestinales que des manifestations extra-intestinales. Dans ces formes, que ce soit la forme typique ou atypique, les anticorps seront positifs et l'histologie va conclure à une atrophie villositaire. Dans les formes subcliniques ou frustes, ce sont des formes polysymptomatiques qui ne suscitent pas le dosage des anticorps, sauf dans les populations à risque. La même chose, pour avoir un diagnostic, vous avez une atrophie villositaire et dans 95% des cas, des anticorps qui sont positifs. Donc, on a une petite minorité qui est les formes séronégatives. On verra par la suite qui ne représentent que 5% des cas. Les formes potentielles ou les formes anciennement appelées latentes sont des formes qui sont asymptomatiques. L'atrophie n'est pas retrouvée à l'histologie, mais les anticorps sont positifs. Ce sont des patients qu'il faut surveiller parce qu'ils peuvent développer des lésions histologiques qui vont évoluer vers les formes classiques ou non classiques. Sur cette plaque, on va voir les différents anticorps qui ont été utilisés pour le diagnostic de la maladie cœliaque. Vous savez très bien que le premier anticorps utilisé dans les années 80, c'était l'antigliadine, mais vu sa sensibilité à ses spécificités faibles, il n'est plus utilisé comme test de dépistage. Ensuite, vous avez le test anti-endymium qui est sensible et spécifique, mais le problème de cet anticorps, c'est le coût, mais aussi la technique utilisée qui est l'immunofluorescence, qui dépend d'un observateur à un autre. L'anticorps de dépistage, c'est l'anticorps antitransglutaminase de type IgA, qui est utilisé comme test de dépistage, qui est sensible, spécifique et peu coûteux. Les anticorps de dernière génération déamidés, donc les anti-DPG, de type IgA ou IgG, retrouvent leur indication dans les cas difficiles qu'on va voir ensemble. En résume, on a les anticorps antigliadines de première génération qui ne constituent plus un test de dépistage. De même pour les anticorps antiréticulines. Les anti-endomysium sont très sensibles et très spécifiques mais coûteux et donc reste un test de confirmation. Les anticorps antitransglutaminase constitue le test le plus sensible et le plus spécifique et moins coûteux, avec une valeur prédictive positive supérieure à 95% si le taux est supérieur à 10. Retenez cette valeur parce qu'on va voir que la nouvelle recommandation chez les enfants, c'est qu'on peut se passer du diagnostic histologique chez des enfants ayant des anticorps
positif, antitransglutaminase supérieur à 10 fois la normale, confirmé par le deuxième test anti-endomysium. Et enfin, l'anticorps antipeptide déamidé de la gliadine est un anticorps qui est utilisé essentiellement avant l'âge de 2 ans, car la sensibilité des autres anticorps précédemment cités est faible, en cas de déficit en IgA, car la sensibilité des anticorps DGP de type IgG est supérieure à celle des anticorps antitransglutaminase de type IgG. Bien sûr, le diagnostic positif après un dépistage par des sérologies positives repose sur la réalisation d'endoscopies avec des biopsies duodénales. Il faut savoir que l'aspect macroscopique est variable, il n'est pas spécifique. Le nombre de biopsies doit être supérieur ou égal à 4 au niveau de D2 et de D3 à cause de l'hétérogénéité de l'atrophie. Et on a rajouté aussi les biopsies au niveau du bulbe, 1 à 2 biopsies, à cause de l'existence de formes localisées au niveau de la pointe du bulbe. Sur l'aspect microscopique, vous avez la classification de Marsh. Il faut savoir que le début, c'est l'infiltrat intraépithélial, ensuite l'hyperplasie des cryptes, et enfin l'atrophie villositaire qui définit la maladie cœliaque confirmée. On revient sur le typage HLA DQ2, DQ8, qui est retrouvé, le HLA DQ2 est retrouvé dans 95% des cas chez des patients cœliaques et les 5% restants présentent un DQ8. Ce type de HLA est présent dans le reste de la population à un pourcentage de 30 à 40%. Mais heureusement, ce ne sont pas toutes les personnes qui présentent ce typage HLA qui vont développer la maladie cœliaque. Il faut noter que dans les autres entités d'allergie au blé, notamment les différentes allergies de l'enfant et de l'adulte induites par l'effort et la sensibilité au blé non cœliaque qui mime un syndrome d'intestin irritable, ce type de HLA est retrouvé dans plus de la moitié des cas. Il faut savoir que ce type de dosage est coûteux, il ne faut pas le préconiser en première intention. Par contre, si on a un doute diagnostique dans des cas difficiles, on peut l'utiliser en deuxième intention car il a une valeur prédictive négative qui se rapproche de 100%, permettant d'éliminer la maladie cœliaque si jamais il est négatif. Le diagnostic différentiel, on avait dit que les allergies au blé dans ces 3 formes classiques, IgE médié qui survient chez les nourrissons avant 1 an, le diagnostic est établi par des tests allergiques et le gold standard reste le test provoqué oral. Les allergies alimentaires non IgE médiées qui se voient chez le nourrisson et l'enfant sont diagnostiquées par des patch tests. Et enfin, l'anaphylaxie au blé qui survient à l'effort 2 à 4 heures après l'effort et peut être favorisée par la prise d'alcool ou d'AINS et bien sûr diagnostiquée par un test qu'on va provoquer par l'effort. La sensibilité au blé non cœliaque, je vous ai dit que c'est un phénomène semblable au syndrome d'intestin irritable, reste un diagnostic d'élimination. On récapitule. Concernant les cas faciles, la sérologie cœliaque de dépistage en cas de symptômes plus ou moins évocateurs ou chez une population à risque avec une consommation de gluten, on va retrouver des anticorps antitransglutaminase type IgA qu'on doit doser simultanément avec les IgA sériques, car c'est un test qui est très bien, donc qui est sensible, spécifique et peu coûteux. Si on a des anticorps qui sont positifs, on va confirmer le diagnostic en réalisant une fibroscopie avec des biopsies, 4 biopsies au niveau du D2, D3 à des endroits différents et 1 à 2 biopsies au niveau de la pointe du bulbe. Ensuite, il faut avoir une bonne analyse histologique réalisée par un pathologiste entraîné.
Les cas difficiles ainsi sont représentés par 4 situations. En cas de déficit en IgA, qui est un déficit associé à la maladie cœliaque, on retrouve de telle sorte que la maladie cœliaque augmente le risque x5 à 10 fois augmente le risque d'avoir un déficit sélectif en IgA. La valeur seuil, c'est 0,2 g par litre. Ensuite, on a les formes séronégatives qui sont rares. Elles ne dépassent pas les 5%. Dans ces formes-là, on a de l'atrophie. On a une sérologie anti-transglutaminase qui est négative. Il faut d'abord éliminer les autres causes d'atrophie, c'est-à-dire l'interrogatoire doit éliminer la prise de médicaments tels que les sartans, l'inflammation dans les différentes entéropathies et les patients ayant des pathologies auto-immunes. Et là, dans les pathologies auto-immunes, on préfère doser les anticorps anti-endomysium. La troisième situation, c'est l'histologie quand elle est difficile à interpréter, soit par la qualité, à cause de la qualité des prélèvements, ou bien la qualité d'interprétation. Et enfin, si le patient consulte après avoir entamé le diagnostic, le régime sans gluten, ou bien s'il est sous immunomodulateur ou sous corticoïdes. Donc, pour les déficits en IgA, si on a un déficit en IgA, on va doser les anticorps anti-transglutaminase et anti-gliadine désaminée de type IgG. Dans les formes séronégatives, on fait appel au typage HLA DQ2 et DQ8. En cas d'histologie difficile à interpréter, on tente de refaire le prélèvement ou si le patient refuse un examen invasif, on peut lui proposer un typage HLA. Le régime sans gluten, s'il a été débuté avant le diagnostic, il suffit de le faire ou de le suivre pendant 1 à 2 mois pour faire baisser les taux des anticorps et on risque d'avoir des sérologies négatives. D'où la nécessité d'arrêter, d'interrompre le régime et refaire le dosage des anticorps et les sérologies, ce qui n'est pas toujours évident parce que les patients signalent une amélioration des symptômes après l'éviction du gluten. Et donc, dans ce cas-là, on peut indiquer le typage HLA. Les particularités chez l'enfant, la sérologie antitransglutaminase positive au-delà de 10 fois la normale permet de confirmer par un test permet de confirmer le diagnostic après un deuxième dosage des anticorps anti-endomysium, qui est un test de confirmation. Et là, les parents peuvent se passer du diagnostic histologique. Cette option, elle est non encore validée chez l'adulte, mais qui reste possible en cas de refus d'examen endoscopique ou si ce dernier constitue un risque par rapport aux malades qui ont des comorbidités ou un état général qui est altéré. Sur cet organigramme, on va récapituler la conduite à tenir devant une suspicion clinique de la maladie cœliaque chez un patient sous régime sans gluten. Si les sérologies sont négatives, on peut rechercher le type HLA DQ2 ou DQ8. Si le dosage il est négatif, ça permet d'éliminer une maladie cœliaque. Si le dosage il est positif, là, on est obligé de confirmer l'exposition au gluten. Si le malade ne consommait pas le gluten, on doit l'exposer de façon plus fréquente, 3 grammes par jour pendant 2 semaines. Si le régime il est bien toléré, on va le poursuivre pour essayer de positiver les sérologies. Une fois positif, on va revenir sur le diagnostic histologique, mais si les sérologies sont négatives malgré un test d'exposition, il faut essayer de le refaire une fois. Ensuite, on va arrêter l'exploration. Il faut penser à d'autres étiologies. Par contre, si le régime est non toléré ou bien il n'est pas accepté par le malade, on refait les sérologies. Et si elles sont positives, on va passer aux biopsies duodénales. Sinon, on va arrêter l'arsenal.
En conclusion, la maladie cœliaque est un trouble digestif fréquent, de diagnostic plus ou moins facile. Le dosage des anticorps antitransglutaminase de type IgA est le test de choix pour le dépistage. Le diagnostic positif chez l'enfant peut être établi sur une sérologie supérieure à 10 fois la normale, confirmée par un deuxième test par les anticorps anti-endomysium. L'histologie, par contre, reste le gold standard. Le typage HLA est un test de deuxième intention qui écarte le diagnostic une fois négatif. Les retards diagnostiques sont fréquents et conditionnent le pronostic. Le diagnostic, par contre, doit être certain avant d'entamer un régime sans gluten qui reste un régime contraignant et coûteux. Et je vous remercie. Merci, Dr Boudoucha, pour cette excellente présentation. Le débat sera effectivement juste après la deuxième présentation du professeur Abdelmoumen, qui vient d'Égypte. On demande donc, on l'appelle pour appeler, donc, pour discuter, pour présenter sa présentation, M. Abdelmoumen Hachami. L'intitulé, donc, prise en charge nutritionnelle de la maladie cœliaque. Et juste après les deux présentations, il y aura le débat de 10 minutes. تفضل أستاذ. السلام عليكم. صباح الخير. في البداية شكرا جزيلا أخي العزيز دكتور قدوم عماد على هذه الدعوة الكريمة، واعذروني إنه أنا بمصر بحكي عربي أو English it is the mother language. So our talk today will be by English and it is translated into le français. Okay. بداية يعني دعوني أرحب بكم جميعا وأنقل لكم تحيات إخوانكم بمصر فردا فردا رجلا وامرأة. ما زلنا في celiac disease, still with celiac. Our talk will be about celiac disease, nutrition and nutritional errors. As we know, celiac disease or gluten-sensitive enteropathy is a chronic autoimmune disorder characterized by mucosal inflammation of the small intestine with villus atrophy and crypt hyperplasia. The celiac disease is triggered by ingestion of gluten protein in genetically susceptible or predisposed individuals. As you know, celiac disease is not a rare condition or disease. It is worldwide, and the global prevalence of celiac disease is about 1.4%, with more prevalence in females than in male. And as you know, the North Africa, particularly Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Egypt, have the highest incidence of celiac disease. This is not a surprise, as wheat and barley are the major foods for nutrition in these countries. In Algeria, especially Oran, the high frequency of celiac disease-associated insulin-dependent diabetes mellitus was very high, about 16.4%. As we always say, you see what you know. أنت تشخص أو تعرف أو ترى ما تعرفه. If you don't suspect celiac disease, you won't diagnose celiac disease. So you should suspect celiac first by the clinical picture and then confirm this diagnosis by investigation to confirm celiac disease. Once we have a case of celiac disease, what is the treatment of celiac? Till now, still, the gluten-free diet is the only effective treatment available for celiac disease. Individuals with celiac disease should be restricted lifelong to gluten-free diet. Gluten-free diet is not a type of diet, but it is a lifestyle. It is the way how to eat, how to deal with this disease. It is the way that helps gut to regain its function again, about digestion and absorption. Total avoidance of gluten-free diet or gluten diet in our food is extremely difficult. So the FDA
has set a limit of less than 20 parts per million gluten for gluten-free food. So, what about gluten? Gluten is a protein that found in cereals like wheat, barley, and rye. Gluten can cause problem only when it is ingested by eating, as it cannot be absorbed through skin. The most common sources of gluten in food including bread, pasta, breakfast cereals, flour, cakes, biscuits, and in drinks including soups, sauces, beer, and barley beverages. The most common sources of gluten-free food including meat, fish, fruit and vegetables, rice, potato, lentils, and also fruit juice, flavored water, freeze drink, cider, and wine. Others including cosmetics, gum over envelopes, the thick envelopes not containing gluten, and toothpaste. What about feeling better? Patient with celiac disease, now he is on or following gluten-free diet. When to feel better? After following gluten-free diet, you will start to feel better as your gut heals, so it can regain its function again. Some people feel significantly better within a few days, while others can get this improvement very gradual, about 6 months and up to 5 years. This depends on the age of the patient at time of diagnosis and the power of healing in the gut, also the severity of gut damage at diagnosis of celiac disease. But if you stick to gluten-free diet and not improve symptoms or even become worse, you should or must start to consult your physician. The second part in this lecture about the common mistakes with gluten-free diet. Following gluten-free diet nowadays become easy, as supermarkets can provide label gluten-free products. It is now available. And also restaurants can provide gluten-free menus with different meals. Following a gluten-free diet is a learning process. So mistakes and errors can happen, especially early after diagnosis. If you have celiac disease and eat gluten by mistake, symptoms of gluten hypersensitivity or celiac disease will start to appear, and these symptoms will disappear again after few hours or even days. The effect vary from one to another depending on how much gluten you have eaten, how sensitive your gut at eating, and how long you have been on a gluten-free diet. The most important advice if you take gluten by mistake is to get back onto gluten-free diet as soon as possible to prevent further symptoms. And if these symptoms are severe and not improve, you can consult your GP or physician. The first mistake is starting gluten-free diet before doing your homework. Gluten-free diet not means that you cut bread, wheat-based cereals, or cookies from your diet. It is simple. But you should know that gluten is present in other sources. For example, you should know that gluten is present in many canned soup. Also, you should know that it is present in most soy sauce brands, and also it is present in beer that made with barley. So, failing to do this homework, to study the gluten-free diet, is a major reason that you don't feel better as quickly as you like. So studying to be strict to gluten-free diet and make sure you understand the many places where gluten can hide is one to solve this mistake. The second mistake is failing to get up to speed on food labels. Many people start gluten-free diet by scanning the labels of their favorite foods
for wheat or gluten and simply omitting those that fail the scan.